Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Marie. Super. La connexion a été rétablie. Bon, parfait. On va attendre un petit peu, le temps que tout le monde se mette en place. Merci. Donc, ça a bien été coupé, du coup. Oui, il m'avait dit qu'il avait coupé l'enregistrement, et là, il a accepté tous les gens qui étaient en salle. Super. Son bureau n'est pas très loin. Non, il est juste là. Ah bon, ça va. Alors, comment on avait fait? Au pire, à traverser le couloir. Non. Et puis en fait, il nous écoute. Super. Alors, je sais plus, je crois que c'est moi qui partage l'écran. Ah oui, il faut que j'arrête le partage. Hop. Voilà. Alors, Marie, si tu as un PowerPoint, tu peux faire le partage d'écran normalement. D'accord. Voilà, et puis on va attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde revienne en salle et s'installe, puisqu'il y avait des personnes dans la salle d'attente. Jade, tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Super. Alors, est-ce que vous voyez mon... Oui, on Oui. le voit. Super. On Alors, voit. par contre, le problème, c'est que je ne peux pas voir et mon PowerPoint et vous. Bon, c'est pas grave. Je parlerai toute seule. Comme ça. Non, on est là. Non, mais des fois, j'aime bien avoir vous voyez, les petites vidéos. OK. Et alors, si je change là de slide, vous le voyez aussi? Oui. OK, super. Ouais, et puis je suis désolé que tu n'aies pas pu te connecter ce matin. Bah écoute, ça arrive. Hein, mais j'étais bien sur le bon écran, donc c'est juste que, enfin, vous m'avez pas vu entrer dans la salle. Je suis arrivée un petit peu après tout le monde, donc bon, ça arrive. Hein. Béatrice, on attend encore du monde ou on peut commencer? Gérard, il devait... Non, Gérard vient plus cet après-midi. Il vient plus cet après-midi? Bon, on va commencer alors. On va commencer. Bon, alors, on va reprendre. Bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints pour la deuxième partie de cette journée d'études consacrée aux archives de l'Indochine et du Vietnam. Et cet après-midi, j'allais dire, on va quitter le Vietnam, pas tout à fait, mais on va prendre une autre direction en ce qui concerne les archives, avec tout d'abord une communication de Marie Abardam, qui est, tu me diras si je me trompe, enseignante contractuelle en histoire d'Asie du Sud-Est au CAS et à l'INALCO, et qui nous fait le plaisir de nous présenter une communication sur les archives nationales du Cambodge. Ça nous semblait intéressant, dans le cadre de cette journée, d'intégrer le Cambodge dans cette analyse des archives. Donc, Marie va commencer cet après-midi, puis nous prendrons la direction des fonds qui sont conservés en France, avec 2 communications. D'abord de Fabien Bartolotti, qui est postdoctorant à la NR Cocol, à Aix-Marseille Université, et à TLM, c'est ça? Et qui va nous faire une communication sur les archives d'Henri Brenier, qui est un personnage assez intéressant en ce qui concerne l'histoire de l'Indochine coloniale. Il va nous expliquer pourquoi et puis en quoi ce fonds est assez unique en son genre. Et nous finirons avec la communication d'Olivia Pelletier, qui est conservatrice en chef du patrimoine ici aux Archives nationales d'Outre-mer, qui nous accueille aujourd'hui dans leurs locaux. Donc, encore merci à eux. Et Olivia Pelletier, qui nous présentera une communication assez généraliste sur les fonds sur l'Indochine aux ANOM, toujours dans cette idée que cette journée est avant tout destinée aussi à public le plus large possible. Donc, merci à ceux qui sont présents cet après-midi, que ce soit en ligne ou sur place. Et puis, nous allons pouvoir commencer. Merci Marie. La parole est à toi.
pour une Merci demi-heure. Thomas. Merci à tous de cette invitation à participer à votre séminaire. Alors, comme le disait Thomas plus tôt, j'ai essayé de me connecter ce matin. Malheureusement, je n'y suis pas parvenue. Donc, j'espère que certains des éléments que je vais vous évoquer ici n'auront pas été trop rappelés par mes prédécesseurs, mais lorsque l'on parle des anciennes archives de l'Indochine, très nécessairement, nous partageons entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge des chronologies comparables. Donc, Thomas m'a proposé d'intervenir sur l'histoire et un aperçu des fonds des Archives nationales du Cambodge, où j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de ma thèse. Je travaille sur l'histoire contemporaine des élites cambodgiennes et j'essaye de participer au dépouillement des Archives nationales du Cambodge, qui ne sont pas le fonds qui a été le plus employé par les historiens de la péninsule, d'une part parce qu'ils n'ont été réouverts à la consultation qu'assez récemment, finalement, au début des années 2000, et d'autre part parce que le fonds des ANOM, que Olivier Pelletier vous présentera plus tard, est très riche et continue de faire l'objet des recherches de mes collègues et de moi-même par ailleurs. Alors, les Archives nationales du Cambodge, comment introduire à leur histoire et à leur fonds? J'ai présenté une première approche de cette petite communication dans un atelier de jeunes chercheurs sur le Cambodge. Je vais y ajouter pour vous un petit aperçu de l'histoire du pays durant la colonisation française, puisque vous n'êtes peut-être pas tout à fait spécialiste de ce pays. Le Cambodge devient un protectorat français en 1863, mais il faut attendre les années 1880, voire 1890, pour que véritablement des réformes structurelles d'ampleur viennent transformer l'administration royale, l'administration du roi Norodom, en une administration de type indo-chinoise, un projet mixte qui va voir une résidence supérieure installée à Phnom Penh, chapeauter entre guillemets un système de résidence qui elle-même chapeaute des gouvernorats, des gouverneurs cambodgiens dans les provinces. Donc vous avez un double empilement, une double structure croisée qui organise la colonisation du pays par les Français durant la période coloniale, avec de fortes influences de ce que font les administrateurs français au Vietnam, mais également des logiques territoriales, des logiques culturelles propres au Cambodge, en particulier le fait que l'administration royale cambodgienne n'a jamais été francisée, à la différence du Vietnam à partir du début du XXe siècle. La langue de l'administration cambodgienne va demeurer le cambodgien. Et autre petite particularité, les logiques archivistiques qui vont être celles de la résidence supérieure du Cambodge n'ont pas les mêmes temporalités, n'ont pas les mêmes chronologies que celles de résidence de Hanoï ou du gouvernement de Saigon. Alors, ce qu'il faudrait retenir si vous souhaitez un jour visiter les Archives nationales du Cambodge à Phnom Penh, c'est que nous disposons d'archives qui sont conservées sur place à partir des années 1880, mais qui proviennent d'une volonté archivistique propre à certains résidents, et que la plupart des fonds qui portent sur les années 1880 à 1890 doivent être cherchés aux ANOM à Aix-en-Provence. Néanmoins, l'un des fonds les plus importants et les plus riches débute en 1897, c'est le fonds du Conseil des ministres du protectorat, dont les séances, à partir d'une crise politique importante qui a lieu au printemps 1897, vont être archivées et conservées dans un fonds spécifique, en version cambodgienne et française au départ, puis en version française à partir des années 1820-1830. Peu de temps après, en 1900, on observe de manière assez informelle tout d'abord, puis avec une volonté de systémisation, se créer des dossiers de carrière des personnels cambodgiens. Les personnels français de l'administration indochinoise, bien sûr, ont des dossiers de carrière, des dossiers de retraite, des dossiers de pension, etc. Les personnels cambodgiens n'en disposaient pas, et à partir de 1900, on observe comment les administrations résidentielles et cambodgiennes vont essayer de constituer ces dossiers
documenter à certains moments clés des carrières de leurs agents. Tel gouverneur part en retraite, il faut faire, il faut donner un aperçu de sa carrière pour calculer sa pension de retraite. Tel juge est décédé en fonction, il faut calculer la pension auquel a droit sa veuve, etc. Ces dossiers, à partir de 1900, vont être collectés de manière non systématique, si bien qu'on ne peut absolument pas comparer les fameux curriculum vitae de l'administration, par exemple, du Tonkin, étudié par exemple par M. Emmanuel Poisson, avec la documentation donc des curriculum vitae cambodgiens. Néanmoins, nous devrions dans le futur être capables d'observer peut-être un petit peu plus finement comment les modèles vietnamiens et cambodgiens ont pu s'influencer sur ce point. Alors, parlons archives, il faut remarquer qu'au Cambodge, c'est en 1911 qu'un premier décret de création d'un dépôt des archives de la résidence supérieure du Cambodge est donc énoncé par l'administration. Il ne donne pas véritablement lieu à un dépôt systématique, mais il s'organise dans le cadre d'une certaine forme d'institutionnalisation, de bureaucratisation de l'administration cambodgienne, qui va passer notamment par la création de concours de recrutement et d'écoles dédiées à la formation des personnels cambodgiens. Le service des archives de l'Indochine, comme vous l'a peut-être déjà mentionné précédemment ce matin, est donc créé en 1917 et c'est en 1920-1924, dans le cadre de grands chantiers de patrimonialisation de la culture royale cambodgienne, que vont être ouverts à Phnom Penh et la bibliothèque et les archives centrales. Alors, ces grands chantiers, ce sont des chantiers qui mettent en concurrence et qui aboutissent au partenariat fécond entre les autorités françaises, un certain nombre d'acteurs plus ou moins indépendants de la conservation français ou cambodgien, la royauté du Cambodge, et qui vont donc donner le musée Albert Sarraut, ce qui est devenu musée national, l'école des arts, ce qui est devenu l'université royale des beaux-arts, l'école d'administration ayant changé plus avant de forme, j'y reviendrai peut-être. Alors, au Cambodge, à Phnom Penh, s'ouvrent en 1924 les archives et la bibliothèque. Les archives, vous avez donc une photo en haut à droite et la bibliothèque en bas à gauche. Il faut imaginer que les archives sont considérées comme un dépôt de la résidence supérieure, que vous avez d'ailleurs représenté sur la photographie de gauche. C'est le grand bâtiment qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est la grande maison qui se trouve donc à l'est des archives et de la bibliothèque et qui est aujourd'hui un ministère cambodgien. Donc les archives sont en dépôt, ils ne sont pas ouverts au public, tandis que la Bibliothèque nationale est immédiatement pensée comme étant quasiment une bibliothèque municipale à destination des Cambodgiens. Si bien qu'aujourd'hui, dans les mémoires des habitants de Phnom Penh, tout le monde connaît très bien la Bibliothèque nationale et beaucoup moins les archives. Il faut penser qu'au moment de l'ouverture de ces deux sites, comme je vous l'ai dit, fleurissent les projets patrimoniaux à Phnom Penh, en particulier donc le Musée national, où se trouve une très belle bibliothèque, même si elle n'est pas assez fréquentée, car parfois un petit peu difficile d'accès, donc la bibliothèque du Musée national, et l'Université royale des beaux-arts, qui dispose d'une bibliothèque qui n'est pas encore assez performante, mais qui pourrait le devenir grâce notamment aux nouvelles générations de jeunes chercheurs cambodgiens. Plus tard, en 1930, il faudra y adjoindre la bibliothèque de l'Institut bouddhique, qui est créée à travers les collaborations entre des autorités cambodgiennes, des autorités religieuses, des autorités politiques et des acteurs de la conservation, en particulier Suzanne Carpeles, membre de l'école française d'Extrême-Orient. L'Institut bouddhique, la bibliothèque de l'Université royale des beaux-arts ont été extrêmement endommagées durant la période des Khmers rouges. Par contre, la bibliothèque du Musée national, les archives nationales n'ont quasiment pas été endommagées durant cette période, si bien que vous allez avoir des systèmes de correspondance entre tous ces fonds et qu'il faut aller visiter chacun d'entre eux.
Alors, revenons à nos archives qui sont au cœur de ma communication d'aujourd'hui. Je vous disais, il faut pouvoir faire le lien entre tous ces lieux de conservation aux archives nationales en particulier parce que une partie des fonds qui étaient conservés dans le dépôt de la résidence supérieure ont été, à partir de l'année 1953, eh bien, transférés vers la France. Comme dans tous les fonds des archives de l'Indochine, la France a partagé les documents, les cartons entre ce qu'elle souhaitait ramener avec elle au moment des décolonisations et ce qu'elle pouvait laisser sur place. Au Cambodge, on considère généralement qu'est resté sur place ce qu'on appelle les fonds dits d'administration, la gestion quotidienne, tandis que les fonds dits politiques étaient rapatriés en métropole, donc aux archives du Quai, aujourd'hui donc à Aix-en-Provence. Alors, ces fonds politiques ou d'administration, évidemment, ces deux catégories sont poreuses l'une de l'autre et vous allez avoir tout un tas d'allers-retours qu'il faut faire entre Phnom Penh et Aix afin d'étudier un certain nombre de questions dans un cadre plus général. Concernant des sujets que je connais, pour vous donner des exemples, vous avez par exemple les dossiers qui concernent les princes de la famille royale qui ont été rapatriés en France parce qu'ils proposaient un certain nombre d'analyses que les autorités françaises n'auraient peut-être pas souhaité que les autorités cambodgiennes réalisent dans le cadre des portraits qui sont faits en particulier au moment des indépendances, tandis que par ailleurs, les dossiers, par exemple, de bourse ou les dossiers de scolarité des princes cambodgiens dans le cadre de leur formation en Indochine ou en France peuvent se retrouver, par contre, à Phnom Penh. Alors, pour naviguer entre tous ces fonds, le premier outil, l'outil indispensable de consultation, c'est le manuel de l'archiviste par M. Paul Boudet, organisateur, bien sûr, des fonds des archives de l'Indochine, qui va participer donc à la création des archives et puis à leur classement au Cambodge. Deux grandes dates, souvent, sont à retenir, 1935 et 1945. Alors, Paul Boudet va donc proposer un cadre de classement qui, à notre grande chance, continue d'être employé aux Archives nationales de Phnom Penh, malgré les crises, malgré la longue et difficile histoire du XXe siècle au Cambodge. Les archivistes, dans les années 1980, les années 1990, puis lors des grands reclassements des années 2000, vont tenter systématiquement de retrouver les cadres de classement originaux avant de réindexer les archives pour les proposer à la consultation. Alors, on peut évidemment utiliser le manuel de l'archiviste pour débuter une consultation à Phnom Penh. Par contre, il y aura forcément des moments de glissement, de latence entre ce que vous pouvez trouver aux Anom et ce que vous aurez à consulter à Phnom Penh, sans parler, bien sûr, ni de Hanoï, ni de Saigon. Alors, pour comprendre comment différentes strates de l'histoire du pays s'inscrivent dans l'histoire des fonds eux-mêmes, de l'organisation des fonds et ensuite de la mise en consultation des fonds, peut-être trois lectures pour débuter. Le premier historien à avoir jamais consulté les fonds des Archives nationales du Cambodge en tant qu'historien et non pas en tant qu'administrateur colonial, Milton Osborne, et celui par qui tout est arrivé dans les années 2000, l'archiviste en chef des travaux de modernisation du fonds dans les années 2000, Peter Arfanis. Milton Osborne, dans son ouvrage The French Presence in Cochinchina and Cambodia, qui date de 1969, nous dit avoir eu une autorisation spéciale du gouvernement cambodgien pour se rendre aux archives nationales, qui, donc, une quinzaine d'années après l'indépendance, ne sont toujours pas ouvertes au public. Si bien qu'il est le premier à aller consulter les fonds, et en particulier les fonds de la résidence supérieure du Cambodge, sur lesquels je vais revenir. Il utilise pour ce faire des cotes qui ne sont plus celles des cotes des documents aujourd'hui, mais en se référant toujours à l'inventaire Paul Boudet. Donc, il est tout à fait possible d'aller se référer à ces travaux pour débuter des consultations.
Peter Arfanis, entre 1997 et 2000, va quant à lui récupérer, si vous voulez, le site et ses fonds dans un état de grand bazar, hein, si on reprend ces expressions, puisque si la période des Khmers rouges a épargné le lieu plus ou moins, dans les années 1980-90, un certain nombre de pratiques de consultation diverses et variées ont été réalisées sur le site. On a utilisé en particulier un certain nombre des fonds de presse pour pouvoir recréer du papier, alors que le Cambodge se trouve dans une crise économique massive. Donc Peter Arfanis va devoir reclasser tous les documents qu'il trouve. Il va se concentrer sur les documents les plus anciens, les fonds de la résidence supérieure en particulier, si bien qu'aujourd'hui nous avons un gros problème avec les fonds plus contemporains. Je vais y revenir. Donc, il a écrit 2 articles à ce propos, un dans une revue d'études khmer, Sitsachak, et un autre dans la presse cambodgienne, le Phnom Penh Post. Peter Arfanis a aussi travaillé en Thaïlande. Il a une expertise notamment forgée à travers les collaborations qui ont pu être menées aux Archives nationales avec l'UNESCO, qui a été, avec l'Australie, le grand donateur des rénovations réalisées dans les années 2000 sur le site des Archives nationales. Alors, ce site, justement, vous en avez ici un aperçu de la salle de lecture des Archives nationales donc à Phnom Penh. C'est un site qui paraît peut-être un peu austère à certains chercheurs. Je me permets d'y trouver un très grand sens, bien sûr, une certaine austérité, peut-être bouddhique, bien sûr. Il y a de l'eau potable, il y a des toilettes, et c'est à peu près tout. Des prises électriques, bien sûr, si vous voulez, les conditions dans lesquelles travaillent les archivistes cambodgiens étant extrêmement limitées, les services qui sont proposés aux lecteurs le sont également. Néanmoins, les personnels connaissent parfaitement leurs fonds et sont tout à fait capables d'orienter les lecteurs, c'est ce qui importe le plus. Et les conservateurs ont vraiment à cœur à la fois de partager le patrimoine archivistique et également de le conserver, si bien qu'en l'absence de tout outil de numérisation, on déploie des trésors d'ingénierie pour essayer de sauver les papiers les plus anciens en faisant des photocopies tout simplement, qui sont aujourd'hui dans un grand nombre de dossiers. En fait, on vous communique les photocopies avec les originaux, mais qui sont sous plastique, pour éviter qu'ils ne soient abîmés. Alors, aux Archives nationales du Cambodge, vous avez différents fonds. Donc, la résidence supérieure du Cambodge, le fonds des cartes, plans, affiches et photographies, sur lequel je vais revenir, le fonds des journaux officiels en français et en khmer, les fonds très réduits du Royaume du Cambodge, donc de l'indépendance au coup d'État, donc à la fondation de la République khmer, un fonds privé, Charles Meyer, ayant été conseiller, consultant particulier du roi Norodom Sihanouk, il a légué ses archives aux Archives nationales. Vous avez ensuite le fonds des périodiques et de presse, qui est bien moins important que le fonds des périodiques et de presse cambodgienne que vous pouvez trouver à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, la BULAC, dans les bâtiments de l'INALCO aujourd'hui, dans le 13e à Paris, mais qui est un fonds néanmoins assez intéressant. Un fonds tout à fait exceptionnel qui n'a jamais, à ma connaissance, fait l'objet d'une véritable étude de cas. L'un des fonds de la période du Kampuchea démocratique, les archives du ministère du Commerce. Alors bien sûr, assez anecdotique du point de vue bien sûr de l'histoire de ce régime et de ses pratiques économiques, mais dans lequel il doit néanmoins se trouver un certain nombre de choses qui n'ont jamais été exploitées. Ensuite, les fonds de la République populaire du Kampuchea, donc entre 1979 et 1989, les fonds d'État du Cambodge, 1989-1993, des dépôts qui ont été en fait réalisés de manière un petit peu, je dirais, accessoire, accidentelle, ponctuelle. En fait, les archivistes des Archives nationales savaient
certains moments qu'ils pouvaient aller demander des documents un petit peu anciens dans les ministères. Ils allaient récolter des choses à droite, à gauche. Ils faisaient leur propre, collecte, imaginant que lorsque la situation politique du pays s'améliorerait, eh bien, les archives nationales redeviendraient un dépôt central, ce qui en fait n'a pas été le cas. Je vais y revenir. Donc enfin, vous avez bien sûr donc, des fonds du Royaume du Cambodge donc, depuis 1993, mais qui sont extrêmement limités. Pourquoi? Parce que en fait, la loi cambodgienne veut que chaque institution développe son propre système, son propre service d'archives, et que par ailleurs, la pratique archivistique elle-même, si on compare avec les bureaucraties sino-vietnamiennes, par exemple, ou les logiques documentaires de la royauté du Siam, au Cambodge, la tradition mérite encore d'être étudiée. La tradition de conserver les documents papier ne fait pas toujours partie des us et coutumes. Donc, chaque ministère développe son propre système des archives depuis 1993, mais de là à valoriser ces archives, de là à les ouvrir à la consultation, de là ne serait-ce qu'à en diffuser, si vous voulez, la description, on est vraiment loin d'une compréhension, si vous voulez, complète du système archivistique cambodgien. Alors, si on se concentre sur les inventaires qui sont proposés aux visiteurs dans la salle des archives de Phnom Penh, les archivistes vous proposent différents outils afin de pouvoir faire des recherches dans les fonds. Le problème, c'est toujours un problème technique, c'est que eh bien, les archives ont un budget ridicule. Les personnels sont extrêmement mal payés, ils ont tous plus ou moins d'autres emplois. Alors, il y a eu une augmentation assez générale des salaires de la fonction publique depuis ces 5 dernières années et les personnels des archives en ont bénéficié. Néanmoins, ils ont pour beaucoup des mi-temps, si bien qu'ils sont obligés d'avoir d'autres activités accessoires. Et les personnels n'ont pas les formations, n'ont pas les capacités pour développer si vous voulez, un logiciel de consultation plus moderne qu'un fichier Excel sur l'ordinateur et des grands catalogues papier qui sont par contre très complets et faciles à lire, en particulier pour un public francophone, comme vous l'êtes sans doute. Beaucoup plus difficile, bien sûr, pour des étudiants cambodgiens qui ne le seraient qu'imparfaitement. Cette langue française, elle est si vous voulez, omniprésente, mais elle est souvent fautive parce que les personnels qui ont réalisé ces inventaires sous la direction de Peter Arfanis dans les années 2000 la maîtrisaient plus ou moins. Donc, il y a un certain nombre d'erreurs et la plupart du temps, il faut prendre un temps assez conséquent sur les inventaires pour ensuite aller consulter les documents. Donc, vous pouvez utiliser le manuel de l'archiviste, vous pouvez utiliser l'inventaire du fonds de la résidence supérieure, l'inventaire du fonds du Conseil des ministres du Royaume du Cambodge, en français et en khmer, un fonds exceptionnel, et donc l'inventaire des cartes, plans, affiches et photographies. Ce dernier fonds a été souvent, si vous voulez, l'objet de prédation à la mi-temps des années 2000, si bien que les archivistes y font maintenant très attention. Peu, en fait, des plus beaux documents, des plus anciens documents sont libres de consultation sans une recommandation spéciale au sein des archives. C'est là notamment qu'on va trouver les premiers grands plans manuscrits en fait du Cambodge qui font pendant aux collections de l'école française Extrême-Orient et qui ont été exposés il y a peu de temps dans une exposition au musée Guimet, si certains d'entre vous avaient eu l'occasion de la visiter. Donc, pour ces 4 fonds, si vous voulez, vous avez des inventaires sur Excel, sur papier. Bon, c'est un petit peu à l'ancienne, mais c'est tout à fait utilisable. On peut chercher par mots-clés, par date, par titre, par auteur, par éditeur. On peut faire des recherches croisées, plus ou moins, en fonction, bien sûr, des capacités qui sont les vôtres sur Excel et puis du
taux d'erreur possible avec les mots-clés dans les traductions parfois un petit peu farfelues entre le français et le cambodgien, mais il y a un véritable appareil méthodologique qui permet d'accéder à ces 4 fonds. Le problème pour les historiens du contemporain, c'est le dernier fonds qui est en fait un amas de tous les autres fonds dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle le fonds dit de documentation, dans lequel on comptabilise 6463 entrées et où en fait sont amalgamés tout ce qui est entré dans les archives de nationales de Phnom Penh après l'indépendance, plus ou moins. Bon, les journaux officiels n'ont pas été associés aux archives de la résidence du supérieur du Cambodge parce qu'ils étaient la plupart du temps imprimés à Saigon, à Hanoï ou à Paris, on peut le comprendre. Les fonds du royaume du Cambodge amalgamés, le fonds Charles Mayer amalgamé, le fonds périodique, Kampuchea démocratique, tout ça est amalgamé dans un seul et même gros fichier de 6463 entrées. C'est pour cela, à mon sens, que les archives nationales du Cambodge, alors qu'elles recèlent de véritables petits trésors documentaires, ne sont pas assez exploités aujourd'hui parce que les historiens qui arrivent et qui ont une semaine de mission, les bras leur en tombent lorsqu'ils voient cet énorme amas dans lequel il est très difficile de circuler, mélange de plusieurs langues, cambodgien, français, anglais, chinois, vietnamien, orthographe problématique, information erronée. C'est le fonds qui a fait le moins l'objet de travaux depuis la réouverture des archives, parce que Peter Arfanis, la mission de l'UNESCO, les conservateurs cambodgiens avaient vraiment à cœur de sauver, entre guillemets, les fonds de la résidence supérieure du Cambodge, le fonds du Conseil des ministres, les documents les plus anciens, tout ce qui était plus récent. Les conservateurs avaient conscience que c'était des fonds qui avaient été, dès le départ, mal, si vous voulez, collectés, moins bien collectés, et donc ils y ont moins apporté de soins, en particulier également parce que, bien sûr, ces fonds font l'objet d'une certaine d'un poids politique que n'a plus potentiellement le fonds de la résidence supérieure du Cambodge. Alors, je n'ai pas du tout regardé le temps. Thomas, est-ce que tu peux me dire où j'en suis? Tu as un petit peu de temps, je pense que tu peux... Ok, je suis bien. Parfait, merci. Alors... Non, c'est bon, ok. Vas-y, pardon. Donc, pour vous donner un petit peu à voir les documents et leur organisation, leur mode de diffusion dans la salle des archives, je vous mets ici quelques photographies qui vont illustrer immédiatement les propos qui ont été les miens jusque-là. Les cartons ont été fournis par l'UNESCO et ils ont permis de reclasser dans des boîtes, les boîtes originales, les documents aux archives. Vous avez ici un exemple des problèmes de langue qui vont heurter les yeux des plus francophones dans les catalogues. Donc, par exemple, la biographie des fonctionnaires de l'administration cambodgienne, ça ne pose pas de problème au sens propre, sauf que on imagine un dossier où il y aurait la biographie de tous les fonctionnaires de l'administration cambodgienne, alors qu'en réalité, il s'agit de 10 CV, 10 dossiers de fonctionnaires cambodgiens d'une et une seule région du Cambodge. Bref, vous avez par ailleurs des documents qui sont très souvent en khmer, mais dans un khmer qui est la langue royale, dans un khmer manuscrit qui est aussi difficile d'accès. Alors, les archivistes, la plupart du temps, parviennent à les lire, mais les étudiants qui travaillent comme vacataires à la bibliothèque et aux archives ont plus de difficultés. Donc, le reclassement des dossiers peut poser problème.
Par contre, vous voyez que le système de codification, de classification est assez performant et qu'il permet de jongler entre les différents inventaires. Par exemple, ici, vous avez des dossiers de la série C de l'inventaire Paul Boudet, la série des personnels, et il est donc tout à fait possible de passer par le manuel de l'archiviste pour les retrouver. Vous avez des datations qui sont assez... on peut faire confiance aux datations la plupart du temps. Et dans un très grand nombre de cas, vous avez les codes des boîtes originales dans lesquelles étaient conservés les documents avant les grands reclassements des années 2000. Donc, en conjuguant tous ces éléments, on retrouve assez facilement les documents, en particulier cités, par exemple, par Milton Osborne. Les numéros ont changé, mais les codes de classification ont été conservés, ce qui n'est largement pas le cas dans toutes les bibliothèques en France. Par exemple, dans des grandes institutions parisiennes, je ne donnerai pas de nom. Le vrai problème, comme je vous le disais, c'est cette espèce d'amas informe qui est le fond de la documentation. Dans le fond de la documentation, les documents sont classés dans des boîtes de manière assez traditionnelle. Et dans une seule boîte, vous pouvez avoir des dizaines de dossiers qui n'ont pas grand-chose à voir les uns des autres. Et les tables de reclassement, par contre, sont bien moins performantes. Donc, par exemple, ici, vous avez un document assez connu par ailleurs des bibliothèques, un manuel de connaissances administratives qui a été rédigé par le résident Achille Sylvestre, qui a participé à la création de l'école d'administration et qui aurait donc rédigé un manuel pour les étudiants cambodgiens en langue française, manuel qui a été traduit par Measnal, alors secrétaire interprète à la résidence supérieure, répétiteur dans l'école d'administration et futur haut fonctionnaire de l'administration coloniale, puis post-coloniale, bien sûr, lui-même et ses enfants étant des parents d'un grand nombre de personnalités politiques cambodgiennes bien connues. Ce manuel est en khmer. Il est en khmer. Le seul exemplaire qui nous soit connu aux Archives nationales du Cambodge est en khmer, celui qui est conservé à la Bibliothèque nationale de Phnom Penh est en khmer, celui qui est conservé en France est en khmer. Mais si vous faites confiance au catalogue des archives, eh bien, on vous dira qu'il est en français. Donc, voilà, c'est ce genre de petites choses qui va forcément poser problème, outre que le titre ne correspond pas, l'auteur n'est pas donné, la source n'est pas tout à fait juste. Enfin, voilà, vous avez tout un tas de problèmes multipliés à l'infini par le type de document que vous souhaitez consulter, la thématique qui vous intéresse de consulter, etc. etc. Pour, si vous voulez, de ce fait, préparer un voyage à Phnom Penh ou vous questionner sur les fonds, leur recherche, leur intérêt, il est préférable d'en passer par la bibliographie, et c'est souvent grâce à la bibliographie qu'on retombe un petit peu sur ses pieds dans ces fonds, en particulier parce qu'en suivant le cheminement des auteurs qui nous ont précédés, on parvient à comprendre les logiques archivistiques qui ont été celles des résidences à la période coloniale, comprendre quels ont été les choix de distinction entre les fonds qui ont été envoyés, qui sont conservés maintenant à Aix, et les fonds qui sont aujourd'hui à Phnom Penh, etc., etc. Donc, plusieurs travaux centraux, les travaux de Mathieu Guérin, qui, depuis les premiers temps de la réouverture des archives nationales, a sillonné les rayonnages des archives nationales de Phnom Penh, les rayonnages des ANOM, et qui en tire des synthèses qui permettent de naviguer en particulier à différentes échelles temporelles et spatiales dans les archives, puisque Mathieu Guérin a à la fois travaillé sur l'ensemble cambodgien, mais aussi sur des régions spécifiquement, en particulier donc, dans son HDR qui a été publié par les FEO très récemment à Kompong Tom. L'une des étudiantes de Mathieu Guérin, Céline Chenel, qui a
donc soutenu un mémoire de master et un article qui en est issu, paru dans la revue Péninsule, vous permet d'aborder en particulier le fonds du Conseil des ministres du protectorat, qui est en khmer et en français, qui est un fonds d'une richesse tout à fait exceptionnelle pour comprendre comment eh bien, un protectorat se met en place, comment on crée un protectorat à partir des années 1890, sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan judiciaire, eh bien, sur le Cambodge. Un autre ouvrage tout à fait nécessaire pour comprendre la mise en place de ce protectorat, l'ouvrage de Gregor Müller, Le Cambodge colonial et ses mauvais français. Gregor Müller a participé avec Peter Arfanis au reclassement des fonds dans les années 2000. Il connaît donc très bien les archives et il a réalisé un véritable tour de force documentaire puisqu'il est allé à la fois à Phnom Penh, aux Anom, mais aussi dans des fonds privés. Donc, il démontre, par le fait, si j'ose dire, comment il est possible, malgré les difficultés qui sont celles de la consultation à Phnom Penh, eh bien, de faire le lien entre Phnom Penh et le reste du monde, si vous me permettez l'expression. Pour mettre en perspective ces travaux sur le protectorat et mieux comprendre quelles peuvent être les lacunes, les divergences, dans la manière dont les archives cambodgiennes ont été créées et constituées, les travaux de Grégory Michaëlian sur les sources, les archives, la manière dont on conditionne l'objet et l'objectivation de l'archive dans le monde cambodgien, en particulier les articles parus dans la revue Péninsule et également sur le site du bulletin de l'Association des études khmer en 2017. Alors, bien sûr, je laisserai bien sûr notre collègue des archives d'Aix présenter les fonds des Anom. Mais petit rappel, pour peut-être les plus jeunes d'entre vous, la grande thèse qui est souvent citée en exemple, celle d'Alain Forêt sur le Cambodge et la colonisation française, ne porte pas sur les archives de Phnom Penh, attention, cette documentation est essentiellement celle des Anom, pour une raison très simple, la thèse, comme vous le voyez, est publiée en 1980 et le Cambodge est alors fermé. Alain Forest n'a pas pu se rendre matériellement au Cambodge et aux archives nationales de Phnom Penh. Attention aussi, souvent, je vois les confusions, Hélène Jarvis a beaucoup travaillé sur la documentation cambodgienne, mais elle a surtout travaillé en fait au reclassement des fonds de la Bibliothèque nationale de Phnom Penh et pas aux archives nationales. Bâtiment qui est juste à côté, bâtiment magnifique où se trouvent des centaines de choses extraordinaires, mais ce n'est pas le même fonds. Un fonds, par contre, qui mériterait d'être bien mieux valorisé, le fonds Adhémar Leclerc, qui est conservé sur 2 sites à Alençon, la médiathèque et le musée de la dentelle. Donc, Adhémar Leclerc, l'un des premiers, un des résidents de France au Cambodge, qui avait la particularité parmi ses contemporains de parler la langue. Et puis, le fonds Norodom Sihanouk, qui a été déposé aux archives nationales après que l'École française d'Extrême-Orient ait choisi de s'en dessaisir. Alors, peut-être que je vais laisser la place aux questions s'il y en a. J'ai parlé longtemps là, non? Tu veux conclure ou je me disais que peut-être j'attendais les questions avant de... Enfin, s'il n'y avait pas de questions, j'allais conclure, mais peut-être j'attendais les questions avant de formuler une conclusion. J'aime bien avoir une petite forme d'interactivité, mais si ça ne fonctionne pas, tant pis. On va poser la question à la salle s'il y a des questions, ou même en ligne. Voilà, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Écoute, je pense que tu peux
Eh ben, je conclue. Très bien. Eh bien, pour conclure, je reviens à ma petite photo initiale. Pour conclure, les Archives nationales du Cambodge sont un site tout à fait fascinant, à la fois parce qu'il s'y opère une forme de concaténation de différentes époques et de différentes pratiques de l'archive que le pays et sa population, de même que les employés des archives, hein, ont traversé. C'est un témoignage vivant des différents modes d'organisation de la société cambodgienne et de son administration, et aussi de son urbanisation, en particulier parce que le site se trouve aujourd'hui confronté à la monumentalisation croissante du quartier dans lequel il est construit. Donc j'espère grandement qu'on ne verra pas les archives devoir être déplacées, comme ça va être bientôt le cas pour la bibliothèque, l'Université royale des Beaux-Arts. Mais je vous invite tous et toutes à pouvoir profiter de son accueil. Je vous l'ai dit, un peu sévère, mais toujours bienveillant pour les étudiants, pour les chercheurs, en particulier depuis que une nouvelle directrice a été nommée il y a maintenant 2 ans, qui essaie de nouer le plus de partenariats possibles avec des institutions internationales pour financer justement des campagnes de numérisation, de transformation de son matériel, de rénovation des conditions d'accueil des lecteurs. Je crois que l'ambassade de France a été sollicitée, je ne sais pas si elle a encore répondu, mais voilà, et ce sont des sites au Cambodge, comme souvent, comme partout en Asie du Sud-Est, qui peuvent être, si vous voulez, très rapidement transformés par des décisions politiques parfois un peu arbitraires. Donc, il faut profiter encore pour le moment de ce petit havre d'histoire coloniale, d'histoire sociale, d'histoire politique qui nous accueille donc dans la capitale. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va laisser la place peut-être aux questions avant de passer à la suite. Moi, je voulais juste te demander si tu pouvais développer un petit peu ce qu'il y avait aux archives nationales, enfin à la Bibliothèque nationale, parce que tu as évoqué d'Hélène Jarvis, mais tu n'as pas parlé exactement de ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on y trouve en particulier? Est-ce que ce sont exclusivement des imprimés ou est-ce que… Tout à fait. Donc, la Bibliothèque nationale a été d'abord ouverte dans l'optique d'en faire une bibliothèque municipale pour la population cambodgienne, un instrument pour la francophonie dans le cadre de l'organisation des différents services de la francophonie au Cambodge, donc les écoles, mais également donc l'école d'administration, enfin les écoles secondaires, les écoles primaires, et puis l'école d'administration. Vous avez dans la bibliothèque donc tout le catalogue alors en vigueur dans les bibliothèques de l'Indochine concernant l'histoire et l'anthropologie des peuples du sud-est asiatique, des manuels de médecine qui permettent aux étudiants du Cambodge à partir du début du XXe siècle d'espérer pouvoir tenter un cycle dans l'université de médecine de Hanoï. Vous avez par exemple un rayon voyage qui est censé pouvoir accueillir des touristes internationaux qui, avant de visiter le Cambodge, passeraient par la bibliothèque pour pouvoir s'enquérir de documentation. Et vous avez des rayons destinés spécifiquement à la population cambodgienne, un rayon enfance, un rayon, comment dirais-je, art, un rayon loisirs. Tous ces fonds donc, de la période coloniale ont été très utilisés par la population cambodgienne. On le voit quand on consulte les ouvrages les plus anciens, les quelques cartes d'emprunts qui ont subsisté, parfois collées entre 2 pages, sont remplies. Donc, c'est un site qui a été beaucoup valorisé. Ont été collectés par les archivistes de la bibliothèque, progressivement au cours du temps, des documentations qui leur venaient d'un petit peu partout dans la capitale, partenariat avec l'Institut bouddhique dans les années 30, donc vous avez des manuscrits qui étaient publiés par l'Institut bouddhique, qui étaient conservés à la Bibliothèque nationale, et également des publications du Palais Royal. Comme l'Institut bouddhique a été
détruit par les Khmers rouges et que la Bibliothèque royale a été pillée dès la perte de la République, on trouve certains de ces documents donc, à la Bibliothèque nationale aujourd'hui. La Bibliothèque nationale conserve également, alors pas que des imprimés, vous avez aussi des manuscrits, en particulier parce que c'est là qu'ont atterri, dans diverses circonstances parfois assez complexes, un certain nombre de manuscrits sur latanier et également des manuscrits sur papier, des manuscrits de différentes natures, de différentes origines. C'est à la Bibliothèque nationale que Olivier de Bernon a retrouvé le récit de voyage qu'a fait l'un des dignitaires du Palais Royal de Phnom Penh, du premier voyage du roi Sisobat en France en 1906, par exemple. Voilà. Donc, il y a énormément de choses, c'est foisonnant, mais c'est parfois dans des conditions de conservation un petit peu compliquées. Et la gestion du site est comme aux archives nationales, parfois soumis à des aléas dus à la bureaucratie cambodgienne. Aujourd'hui, la bibliothèque essaye de se faire, si vous voulez, un petit pôle culturel du monde du livre à Phnom Penh. C'est par exemple sur le site de la bibliothèque que vous avez le marché aux livres, la foire des livres tous les ans, qui est organisée notamment par les universités cambodgiennes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant de passer à la suite? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez venir poser votre question ici, s'il vous plaît, parce que le micro est... Merci. C'est celui-ci? Oui, c'est celui-ci. Bonjour, merci beaucoup pour votre question. Vous avez évoqué plusieurs fois des fonds de photos. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir, en fait, de quel type de photos il s'agissait et à ce stade, quelles sont les métadonnées dont on dispose sur ces fonds de photos. Alors, une grosse partie des fonds photographiques sont des dons qui ont été réalisés par la Bibliothèque nationale du Siam, la bibliothèque de Bangkok, aux Archives nationales du Cambodge, à l'occasion de leur réouverture dans les années 2000, dans le cadre du partenariat entre Peter Arfanis, l'UNESCO, l'ASEAN. Voilà, donc ce sont des photos de presse dont on trouve copie dans à peu près tous les fonds d'archives indochinois, entre guillemets, ou sud-est asiatiques, les photos des agences de presse qui documentent, si vous voulez, la vie, l'actualité des personnalités politiques importantes de la région durant la période coloniale, en particulier. Ensuite, vous avez des photos du service de presse français au Cambodge. Et vous avez en particulier, le fonds le plus important, c'est le fonds Charles Meyer, donc ce conseiller du roi Norodom Sihanouk, qui a donné ses archives aux Archives nationales du Cambodge. Ce fonds documente la vie quotidienne et la vie des personnalités dans les années 50, 60, 70 à Phnom Penh. Voilà. Alors, quand vous parlez de métadonnées, par contre, qu'est-ce que vous entendez par là? Excusez-moi. En fait, la première question que je me posais, c'était est-ce que les photos étaient référencées individuellement? Je suppose que ce n'est pas le cas. Oui. Elles doivent être référencées. Si. D'accord. Alors, le site internet des Archives nationales du Cambodge est en réflexion, mais normalement, quand il fonctionnera à plein régime, vous pourrez aller consulter directement sur le site internet ces métadonnées, tout à fait. Alors, je n'en fais pas encore la publicité parce qu'il ne fonctionne pas à plein régime et je ne voudrais pas que vous ayez l'impression qu'il ne fonctionne pas. Mais ce site fait l'objet de rénovation depuis plusieurs mois et normalement, les inventaires, ils sont maintenant quasiment complets, en particulier concernant les photographies. Par contre, nous avons un vrai problème de communication des droits de reproduction pour le fonds Charles Meyer, puisque les descendants en fait, de Charles Meyer ne donnent pas accès librement en fait, à ces photos. Mais vous avez les métadonnées en ligne normalement, tout à fait. Il peut y avoir des pépites, mais beaucoup de ces photos, honnêtement, sont reproduites dans les fonds de l'EFEO, dans les fonds de la bibliothèque
Bibliothèque nationale du Siam. Je ne connais pas, si vous voulez, vraiment de choses inédites pour la période coloniale, mais je peux me tromper tout à fait. D'accord. En tout cas, il y a des très beaux clichés. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? En ligne, peut-être? Merci beaucoup, Marie, pour cette magnifique qui nous permet vraiment d'y voir plus clair sur ces fonds. On va faire un petit déplacement vers, cette fois-ci, les fonds qui sont conservés en France avec la communication de Fabien Bartolotti. Je te laisse la parole, tu peux… Oui, alors, oui, je coupe. Voilà, j'ai activé le mien. Voilà, il faut que tu coupes le son aussi. Je coupe le mien. Voilà, tout est coupé. J'espère qu'on m'entend à distance. En tout cas, encore merci à toi, Thomas, pour l'organisation de cette journée, pour l'accueil chaleureux aussi. Encore un grand merci aux ANOM et à Béatrice également, qui a permis de faire le lien entre cette journée et COCOL, puisque voilà, j'interviens, on va le voir, en lien aussi avec l'ANR COCOL. Alors, je vais juste partager mon écran. Si je peux. Je crois qu'il y a peut-être un fichier. Il y a du. Je vais essayer d'arriver à lire le diaporama. Alors, ça devrait marcher en principe. Il y a un petit peu de délai, mais. Ah, il y a un sacré délai quand même. Bon, je vais essayer d'anticiper sur la transition entre les slides parce qu'il y a pas mal de délais. J'espère que ça ne posera pas trop de problèmes pour la diffusion de la vidéo. On verra ça à la fin. Donc encore merci à vous. Je vais vous proposer une petite présentation d'un fonds d'archives inédit, on peut le dire comme ça, enfin plus pour très longtemps, puisque désormais il va pouvoir être accessible aux chercheuses et aux chercheurs. Ce sont les archives d'Henri Brenier qui sont conservées à la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Henri Brenier, une figure majeure de l'administration coloniale en Indochine, mais aussi de la statistique coloniale. Et c'est à ce titre, bien sûr, que cela nous intéresse également dans le cadre du programme COCOL. J'y reviendrai. Mais autant le dire sans détour et d'entrée de jeu, cette communication me met un petit peu dans une position délicate parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Indochine coloniale et encore moins du Vietnam contemporain. Alors, quelles sont les raisons qui ont pu motiver cet intérêt pour un fonds d'archives lié à l'histoire de l'Indochine, alors que mes recherches et celles de mon laboratoire TELEM d'Aix-Marseille Université, ces recherches portent principalement sur les économies maritimes méditerranéennes. Alors en fait, je me suis aventuré sur ce terrain en raison de 3 motivations principales. Première motivation, la première raison, c'est un concours de circonstances, une opportunité liée à un autre projet de recherche que les ANOM connaissent bien, que le laboratoire Irasia connaît bien également, c'est le programme Mars Imperium, qui est financé par la fondation Amidex, d'Aix-Marseille Université, et qui est porté par le laboratoire TELEM autour de Xavier Demalin, Céline Régnard. C'est un programme qui entend retracer l'histoire de Marseille coloniale et post-coloniale, l'histoire, mais aussi travailler sur ses mémoires, évidemment, des mémoires urbaines, et ce, sous toutes ces dimensions, que ce soit la dimension politique, sociale, culturelle et surtout économique. C'est dans ce cadre-là, notamment, que je suis intervenu dans le projet sur le volet économique. Alors, ce projet, il a une autre caractéristique, comme vous le voyez déjà, c'est qu'il rassemble un certain nombre de partenaires culturels, de musées du territoire d'Aix-Marseille
des centres d'archives. Il a aussi la particularité de proposer comme livrable des capsules vidéo, donc un mode de narration qui s'inscrit dans ce qu'on peut appeler un peu pompeusement les nouvelles formes d'écriture des sciences humaines et sociales, des capsules vidéo qui se prêtent bien, en tout cas, à une valorisation de la recherche pour le grand public, mais aussi à des usages pédagogiques. C'est aussi comme ça qu'on a pensé, que les porteurs du projet ont pensé la réalisation de ces capsules vidéo, 90 capsules en tout, qui couvriront donc cette histoire de Marseille coloniale, post-coloniale, cette histoire de Marseille impériale. Alors, la CCI de Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, en tant que partenaire du programme, a identifié au début du projet un certain nombre de fonds qui pourraient être utiles à ce projet et qui étaient jusque-là donc pas forcément utilisés. Et parmi ces documents, il y avait le fonds Brenier qui n'avait pas été inventorié jusque-là. Donc c'était ça aussi un petit peu le problème quand on a discuté avec la responsable de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, c'était qu'en fait on a dit oui, on a un fonds qui pourrait être très utile pour comprendre voilà, cette histoire des relations entre Marseille et les entreprises, mais ce fonds n'est pas inventorié. Donc que faire? Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a pris un petit peu de temps pour réfléchir, pour essayer de s'organiser, et qu'on a décidé de mener une campagne alors d'inventaire, c'est un bien grand mot, en tout cas de repérage, de sondage. Vous allez voir ensuite quelle forme ça prend. Un simple repérage des cartons pour voir ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant pour nous et pour donner potentiellement ensuite la possibilité que ce premier travail d'inventaire puisse être utile aussi à d'autres chercheuses et d'autres chercheurs dans le cadre de leur propre recherche. Deuxième raison, c'est le personnage d'Henri Brenier lui-même, qui n'est pas inconnu des historiens de l'économie marseillaise, car il appartient à une famille d'hommes d'affaires qui s'illustre particulièrement dans l'entre-deux-guerres pour la modernisation des infrastructures portuaires marseillaises, pour la modernisation du tissu industriel également. Et de plus, dans cette même veine-là, depuis quelques années, les travaux réalisés par l'équipe des historiens spécialistes d'histoire économique et spécialistes d'histoire maritime au sein du laboratoire TELEM ont porté sur l'ouverture du port de Marseille vers des circuits du commerce asiatique, en particulier l'analyse des retombées de l'ouverture du canal de Suez sur l'économie portuaire marseillaise. C'est à partir de là donc qu'on s'est bien sûr intéressé à ce Forland asiatique et bien sûr, l'une des perles de ce Forland asiatique pour Marseille, à ce moment-là, c'est bien sûr l'Indochine. Et donc, ça a constitué aussi, pour nous, c'était en phase aussi avec cette réflexion-là qu'on a menée notamment, vous le voyez ici, dans le cadre de l'exposition qui s'est déroulée en partenariat entre le Musée d'Histoire de Marseille et l'Institut du monde arabe entre 2018 et 2019, donc Marseille et l'épopée du canal de Suez. Enfin, troisième raison, Henri Brenier est connu pour son œuvre statistique, et je le disais un petit peu déjà en préambule, cette caractéristique de son parcours était forcément en résonance avec les problématiques d'un autre projet de recherche qui nous occupe actuellement et qui m'occupe au premier chef, puisque je suis en contrat postdoctoral dans le cadre de cet ANR. Ce sont les problématiques de l'ANR COCOL, portée par Béatrice Touchelet, autour des usages et de la construction du chiffre en situation coloniale. Le panorama géographique, la dimension géographique de l'ANR, c'est l'Afrique française, mais il nous avait paru ici intéressant de mettre en résonance aussi d'autres modèles de construction de ce chiffre colonial et de voir comment il pouvait éventuellement circuler d'une ère impériale à une autre. Donc toutes ces raisons font que, voilà, je me retrouve là devant vous à vous présenter ce fonds d'archives et ce personnage qui en est finalement à l'origine, c'est Henri Brenier. Alors qui est-il? On pourrait dire que de manière un peu triviale que c'est un touche-à-tout, vraiment. Il se joue vraiment à la fois des cloisonnements disciplinaires et des cloisonnements aussi impériaux, avec des va-et-vient dans l'empire colonial ou entre métropole et espace colonial. Donc,
que déjà ce fonds, à travers le texte très riche de ce personnage, ce fonds, il place des documents relatifs à l'Indochine dans un contexte transimpérial. Et c'est bien ça qu'il faut prendre en compte quand on ouvre certains cartons qui sont proprement dédiés aux questions relatives à l'Indochine. Eh bien, elle s'insère dans un contexte plus large qui est celle finalement de la circulation, des circulations culturelles, des circulations de savoir, des circulations humaines, des circulations économiques entre les différents empires. Donc une dimension vraiment transimpériale, et parce que c'est une élite impériale dont nous avons affaire ici, qui est à la fois intégrée dans les milieux d'affaires marseillais, lyonnais même au départ, puisqu'il a participé à la mission d'exploration commerciale en Chine, diligentée par la Chambre de commerce de Lyon à la fin du 19e siècle. Donc milieu d'affaires lyonnais, marseillais, il sera d'ailleurs intéressé par la jonction entre le port de Marseille et le Rhône. C'est pas par hasard, justement, cette connexion fluviale. Là aussi, on est dans une réflexion sur ce qu'on va appeler ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, le fameux Grand Delta. Là, il y a des précurseurs, il y a des origines aussi à ça. Donc, un homme qui est vraiment ancré dans ces milieux d'affaires, qui est ancré dans l'administration coloniale, puisqu'il a occupé des fonctions en Indochine française qu'on va détailler, et puis aussi et surtout un intellectuel. C'est d'abord et avant tout un homme de lettres, un homme de lettres qui n'a cessé d'écrire sur tout un tas de questions, sur tout un tas de sujets, et ce jusqu'à sa mort en 1960. Donc, il est la figure un petit peu d'un homme d'affaires, administrateur et savant à la fois, et qui, au gré de ses publications, se fait à tour économiste, géographe, démographe. Il est d'ailleurs très, très marqué par cette question de la démographie. Il est très sensible à cette question. Je dirais même que pour la politique, il fait partie dans l'entre-deux-guerres des milieux natalistes, plutôt catholiques conservateurs, également famille nombreuse, plus de 6 enfants, je crois, qui sont nés. Donc voilà, on est dans ce panorama-là, dans cette configuration-là. Et bien sûr, vous l'avez compris, une cheville ouvrière du lobby colonial et des milieux colonialistes, qui va d'ailleurs prendre la plume au moment des indépendances pour essayer de défendre justement cette colonisation et cet empire colonial qui se délite désormais. Donc, son environnement familial, c'est un environnement familial lié d'abord à la diplomatie ou à ces agents maritimes qui sont présents en Extrême-Orient. Il est né lui-même à Shanghai en 1867. Son grand-père était consul de France, son père était agent de la compagnie des messageries impériales puis des messageries maritimes. Il est donc une figure de ces dynasties marseillaises qui ont bien été étudiées par Xavier Domalin pour le 19e siècle et puis ensuite par Pierre-Paul Zaliot pour la deuxième moitié du XXe. Cette carrière, elle est découpée en 2 temps, mais j'aimerais dire d'abord un mot sur son frère que vous voyez ici, Georges Brenier, qui a été président de la Chambre de commerce de Marseille dans les années 1930 et qui est un des acteurs majeurs de la transformation du port de Marseille vers l'économie pétrolière dans l'entre-deux-guerres, grâce à ses contacts, à ses liens avec les milieux d'affaires anglais et avec les compagnies britanniques, et en particulier la British Petroleum, BP, qui va être l'une des premières à s'installer autour de l'étang de Berre dans l'entre-deux-guerres. Donc, la carrière d'Henri, je reviens à Henri, est découpée en 2 temps. C'est d'abord un administrateur colonial en Indochine française entre 1898 et 1914. Il a été remarqué et appelé par le gouverneur général Paul Doumer. Et Paul Doumer va le nommer sous-directeur à la Direction générale de l'agriculture, des forêts et du commerce de l'Indochine. Il va ensuite effectuer plusieurs intérims en tant que directeur général et membre du Conseil supérieur de l'Indochine. Il va occuper ensuite un poste d'inspecteur conseil des services agricoles et commerciaux, toujours en Indochine. Puis enfin, il va finir sa carrière en Indochine en 1914 en tant que chef du service des affaires économiques du gouvernement général
Et au cours de ces différentes fonctions, donc, ces prérogatives concernent surtout la question agricole, la question forestière, et également les grands travaux d'équipement, en particulier dans les ports. Nous y reviendrons. À partir de 1914, il rentre à Marseille, où il devient général des services de la Chambre de commerce et va piloter à la fois des affaires économiques concernant Marseille, évidemment, concernant l'activité de ces milieux d'affaires marseillais et les activités du port, mais il va aussi se livrer au même moment à l'organisation de grandes manifestations coloniales à Marseille, en particulier l'exposition de 1922. Il avait déjà participé à celle de 1906, mais en tant que délégué de l'Indochine, du gouvernement général, à Marseille, et il avait donc effectué effectivement ce voyage à Marseille en 1906, et il avait aussi été l'une des courroies de transmission pour la sélection et l'importation des différents échantillons de produits coloniaux qui ont été montrés lors de cette exposition. Là aussi, on en verra quelques traces ensuite quand je ferai un petit peu un panorama des documents que l'on retrouve dans ce fonds. Alors, justement, de quoi est composé ce fonds et quelles sont ses grandes caractéristiques? En fait, la première peut-être caractéristique de ce fonds, c'est d'abord son étendue et sa très grande diversité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un fonds utilitaire pour Brenier. C'est-à-dire que c'est sa base documentaire, c'est sa base de travail. C'est là c'est dans ce fonds, finalement, qui est un fonds dans lequel il a collecté tout un tas de documents, de données dont il se servait pour ses propres travaux, soit en tant qu'administrateur colonial, soit en tant que directeur général des services de la Chambre de commerce, soit en tant qu'homme de lettres, écrivain, géographe et auteur de différentes publications relevant des sciences coloniales. Donc c'est un fonds de 30 mètres linéaires, d'à peu près 300 boîtes, qui occupent donc 4 grandes armoires à la Chambre de commerce de Marseille. Et autre particularité de ce fonds, vous le voyez sur la couverture de l'inventaire, donc qui est désormais disponible aux archives de la Chambre de commerce, si vous prenez rendez-vous, puisqu'il faut prendre rendez-vous quand on consulte les archives de la Chambre de commerce de Marseille avec la responsable des archives. Donc vous pouvez lui demander ensuite d'effectuer des interrogations dans cette base de données, dans ce fichier. Eh bien, vous le voyez, on l'a nommé Brenier, mais en fait, le nom exact, c'est Brenier-Baillot. Pourquoi? Parce que l'ancien archiviste de la Chambre de commerce qui avait commencé à vouloir inventorier ce fonds, mais qui ne l'a pas effectué, eh bien, avait eu l'idée de rassembler quelques boîtes, à peu près une quinzaine de boîtes, venant d'un autre personnage emblématique de ce milieu colonial marseillais, c'est Émile Baillot. Émile Baillot qui a été secrétaire général de l'Institut colonial de Marseille et dont les travaux, dont les documents qui sont conservés dans ce fonds concernent plutôt l'Afrique, et en particulier l'Afrique occidentale. Donc, dans le fonds Brenier, on a, je dirais, tous les espaces coloniaux qui sont concernés et un gros focus, bien sûr, sur l'Indochine, vous l'avez compris. Et en plus, grâce aux quelques boîtes venant de ce fonds Baillot, eh bien, on a aussi un focus en particulier sur l'Afrique occidentale. Sachant que ces boîtes Baillot n'ont pas transité par Henri Brenier lui-même. Elles viennent en fait d'un autre dépôt qui a été effectué par les descendants d'Émile Baillot au commerce de Marseille. Et pourquoi l'archiviste avait eu l'idée de mettre ensemble, de mettre au même endroit ces deux fonds? Bien, tout simplement parce que les liens entre Brenier et Baillot sont très étroits, que Brenier est à l'origine, vous voyez, d'un véritable éloge d'Émile Baillot en 1952, qu'il y a une correspondance aussi entre les deux hommes, que l'on retrouve d'ailleurs indifféremment dans les deux fonds, et que, bien sûr, Henri Brenier est très proche des sœurs d'Émile Baillot, et ces sœurs ne sont autres que les épouses des frères Privat, dont l'un des Privat, la fameuse maison d'édition que vous connaissez tous, et parce que l'une des sœurs d'Émile Baillot a épousé Édouard Privat, l'éditeur.
Donc voilà un petit peu le panorama de ce fonds, sa complexité, sa très grande variété en termes de typologie de sources. On a beaucoup de brouillons, de notes de travail, je le disais, un fonds utilitaire, donc des carnets de notes, des brouillons, des croquis. On voit en fait comment cet homme, comment Henri Brenier travaille, quel type d'informations il collecte et comment il les met en forme au service de ces actions coloniales. Pas mal d'iconographie également, en particulier sur les expositions coloniales, vous le verrez certainement dans le petit film à la fin. Et beaucoup de littérature grise, en particulier ce type de document que l'on retrouve sur le port d'Haiphong entre 1907 et 1910, beaucoup de littérature grise sur l'Indochine évidemment, et beaucoup de coupures de presse. Alors là, l'intérêt bien sûr archivistique de ces documents peut en tout cas être soulevé, ça peut être interrogé. D'ailleurs, ça fait partie dans l'inventaire que j'ai réalisé dans ce repérage, pas procédé à des regroupements. Donc, en fait, il y a eu linéaire des cartons qui a été effectué. Ensuite, dedans, on va avoir des documents qui concernent des projets de liaison avec le Rhône, ou des questions relevant de problématiques politiques de l'entre-deux-guerres en France. Donc, c'est des choses qui sont très variées, très éclatées, et qui renvoient donc à cette caractéristique première de ce fonds, qui est que, si vous me permettez l'expression, c'est un fonds qui est dans son jus, qui est resté vraiment dans son jus, et qui peut avoir comme intérêt, justement, de voir les méthodes de travail de ce personnage, de voir quel type de publications il fréquente, quel type de journaux il lit, comment il fait ses coupures de presse, comment il classe ensuite ses coupures de presse, etc. etc. Deuxième caractéristique, et ce sera la dernière, c'est qu'on a un fonds qui est, je le disais, un petit peu impérial et pas spécifiquement indo-chinois. C'est-à-dire que les informations sur l'Indochine sont finalement reliées à d'autres centres d'intérêt, à d'autres sujets, à d'autres aires géographiques, qu'elles soient coloniales, métropolitaines ou internationales. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'il y a à peu près 60 boîtes sur 300 qui concernent strictement l'Indochine, donc c'est à peu près 20% de ce fonds, sachant que dans les autres boîtes, on peut aussi trouver des documents épars qui concernent également l'Indochine. Avant de passer à une conclusion sous forme de vidéo, j'aimerais balayer avec vous quelques thèmes, quelques sujets qui peuvent servir justement à l'histoire de l'Indochine coloniale à partir de ce fonds. Alors non pas de façon bien sûr exhaustive, loin de là, puisque c'est un fonds qui, vous l'avez compris, est très fragmentaire, très parcellaire, mais qui peut apporter, je pense, pour une ou un spécialiste de l'Indochine française et de la période coloniale en Indochine, c'est justement de pouvoir avoir des éclairages éventuellement sur des documents inédits ou sur des documents qui pourraient manquer par ailleurs dans d'autres fonds et qui pourraient se retrouver dans ce méandre de documents collectés par Henri Brenier. Alors, quelques documents sur l'administration forestière, évidemment, sur l'organisation de cette administration économique de l'Indochine française, évidemment, des rapports de situation sur tel ou tel produit, et sur les cycles agricoles en particulier. Et donc là, ça renvoie à un autre centre d'intérêt, c'est qu'on peut voir ce fonds par le biais des différents produits. Et, alors ça peut intéresser bien sûr les historiens et les historiennes de l'Indochine française, ça peut aussi intéresser, nous ça nous intéresse en tant qu'historiens des ports, et historiens du port de Marseille en particulier, puisqu'on voit qu'il y a énormément de documents qui portent par exemple sur le riz. Or le riz est une des denrées qui, après l'ouverture du canal de Suez en 1869, est acheminée massivement à Marseille et qui conduit à la création à Marseille d'un véritable tissu industriel
transformation de ce riz brut indo-chinois, hein, qui est ensuite décortiqué, qui est glacé par des industries spécialisées à Marseille. Hein. Et donc, là, on a un des produits phares de ces connexions maritimes et portuaires, hein, entre Marseille et l'Indochine. Autre produit, hein, dont on trouve beaucoup d'informations, de renseignements dans le fonds Brenier, c'est le caoutchouc, évidemment, dont les arrivages sont un peu plus tardifs à Marseille, hein, plutôt les années 1910, et puis avec une accélération après la Première Guerre mondiale, avec là aussi, pareil, hein, des flux qui déterminent la fondation d'une nouvelle fonction industrielle, hein, dans le port de Marseille, et donc la transformation du caoutchouc brut importé d'Indochine. Il y a également le bois, hein, qui est important, et ce bois, il renvoie à une autre forme de connexion qu'on peut établir dans ce fonds, hein, entre Marseille et l'Indochine. C'est bien sûr tous les documents relatifs à l'exposition coloniale, soit de 1900, soit de 1922, et énormément de cartons, hein, du fonds Brenier concernent ces expositions. Je parlais du bois, vous voyez, vous allez voir dans quelques instants les petits descriptifs, hein, des différents bois qui ont été exposés en 1906, hein, et Brenier a directement contribué, hein, à classer, hein, et à participer à cette description et à cette classification des échantillons qui ont été présentés lors de l'exposition de 1906. C'est pour ça que l'on retrouve d'ailleurs ces petits cartons, hein, dans le fonds Brenier. Autre intérêt, c'est comprendre la méthode de travail dans le cadre de deux publications majeures qui concernent l'Indochine française, et deux publications d'ordre économique. D'abord, c'est le bulletin économique de l'Indochine, qui est édité, dont le premier numéro, vous avez ici le premier numéro, hein, en 1898. Henri Brenier est l'un des acteurs de cette édition de ce bulletin, puisque dès l'introduction des services économiques de l'Indochine en 1898, il participe activement à la collecte et à l'édition de cet outil qui est dans le cadre des empires, de l'empire colonial français, hein, qui est assez précurseur, en tout cas dans la finesse, hein, des chiffres, et dans le souci de précision, hein, dans la présentation des données, dans la collecte des données. On est vraiment là dans une démarche très statistique, hein, qui va imprégner un autre travail d'Henri Brenier, qui est là un travail personnel. Le bulletin précédent est publié officiellement par le gouvernement général de Chine. Ça, en revanche, c'est publié personnellement par Henri Brenier, même si on voit qu'il est placé sous la tutelle, hein, sous le patronage du gouvernement général, c'est quand même, malgré tout, son œuvre personnelle. Et dans les archives, on s'en rend compte. On s'en rend compte parce que cet atlas statistique, qui, vous voyez, vous allez le voir, hein, fait la part belle on peut appeler aujourd'hui la data vise, hein, c'est-à-dire des cartes figuratives, des statistiques graphiques, hein, qui renvoient là à un modèle qui avait été expérimenté par les ingénieurs des ponts et chaussées au milieu du 19e siècle, en particulier dans le domaine des transports, hein, et notamment de la mesure aussi des flux commerciaux sur les cours d'eau, hein, je pense en particulier ici aux cartes figuratives de Minard, hein, qui est à l'origine un petit peu de ce modèle. Mais en fait, Brenier récupère cette tradition-là et l'amplifie et l'applique à la sphère coloniale, et lui donne une dimension nouvelle, pratiquement de dictionnaire, hein, pratiquement d'encyclopédie, où l'on va trouver tout, absolument tout, ce qu'on peut mettre en chiffres, hein, sur ces réalités coloniales, eh bien, on va le retrouver dans cette somme, dans cet ouvrage, hein, et on voit d'ailleurs que chez Brenier, dans ses archives, à partir des années 1910, à partir du moment où il travaille sur cet atlas, eh bien, il est obsédé par cette mise en chiffres. Il met en chiffres absolument tout. Alors, bien sûr, les réalités économiques, cela va de soi, c'est la première chose, hein, les réalités démographiques également, mais toutes les autres réalités sociales, culturelles de l'Indochine sont mises en chiffres et sont mises en carte,
Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans cette systématisation de l'usage du 6 chiffres. Et ce qui est encore plus intéressant grâce au fonds Brenier, c'est qu'on peut rentrer justement dans cette fabrique de l'atlas colonial, dans cet atlas de l'Indochine, grâce aux différents brouillons, grâce aux différents croquis que l'on retrouve. Malheureusement, ça ne s'affiche pas et c'est très long à la détente. C'est-à-dire que on a, vous voyez, tous les graphiques qui sont créés par Brenier avec des tableaux intermédiaires. On voit la façon dont il a arrondi les chiffres, on voit la façon dont il construit les nomenclatures. Bref, on rentre vraiment dans cette espèce de boîte noire de la fabrique du chiffre colonial. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement précieux, effectivement, quand on s'intéresse à la construction de ces modèles statistiques et à leur circulation, à leur mise en circulation, à leurs tests, parce que là, l'Indochine sert de laboratoire, mais aussi à leur mise en circulation ensuite, potentiellement, dans d'autres parties de l'Empire. Je terminerai enfin sur deux points. L'opium, puisqu'on en a parlé ce matin. Alors, dans le fonds Brenier, on trouve énormément de choses, évidemment, sur l'opium, qui datent surtout de la période SDN, puisque Brenier a été membre de la commission, différents groupes de travail qui ont été chargés de réglementer ces trafics d'opium dans l'entre-deux-guerres. Et puis, autre sujet brûlant concernant toujours l'Indochine, c'est la perte de l'Indochine française. Et là, énormément de notes, de réflexions, de correspondances, de publications que l'on retrouve dans ce fonds sur l'attitude finalement d'un défenseur de la colonisation à un moment où justement on assiste à l'entrée dans la phase des indépendances et donc dans l'ère post-coloniale. On a là donc toute la rectitude de ce milieu du lobby colonial marseillais entre sciences coloniales, milieu d'affaires et administration coloniale qui comprend pas ce qui se passe, qui essaye véritablement de défendre encore bec et ongles la colonisation à ce moment. Alors, c'est là que la prouesse technique, j'espère, va se réaliser ou pas. Donc, pour conclure, sous forme de résumé, cette capsule Mars Imperium sur justement en principe, voilà, ça y est. Bon. Oui, parce que malheureusement, ce n'est pas par rapport à moi, mais par rapport au projet, puisque le projet est en cours. Donc, on n'a pas encore les droits d'enregistrer ou de reproduire ces capsules qui, pour l'instant, sont encore des maquettes, même si celle-ci est quasi. Et les 90 capsules issues de Mars Imperium, du projet Mars Imperium, seront en principe disponibles fin 2024 dans une grande plateforme en ligne qui sera bien sûr totalement gratuite et totalement ouverte à tous les publics. Donc je vais essayer de voir si ça fonctionne en espérant que oui. Les programmes de recherche offrent souvent l'occasion de découvrir des fonds d'archives inédits, de les valoriser auprès du grand public et d'ouvrir de nouvelles pistes de travail pour les historiens et les historiens.